Bonjour à vous, Joël Marty, et bienvenue à Saint-Paul-en-Cornillon, dans les locaux de la Maison Mémérou. La Maison Mémérou, qui est un satellite du CTC42, offre aujourd'hui la possibilité de donner la parole aux associations du CTC42, comme la vôtre, grâce à une série de vidéos appelées Les communs d'abord. Tout d'abord, je vais vous demander un peu de nous présenter ce qu'est Loire en transition. Alors, Loire en transition, en effet, est à la base du CTC42. C'est un peu mon histoire à partir de la retraite. J'ai passé ma vie dans le monde des entreprises et même si à la fin de ma vie, de ma vie professionnelle, je commençais à avoir un certain nombre de doutes, globalement, j'avais baigné dans ce monde à dominante libérale plutôt à l'aise, plutôt collaborateur, dans la mesure où le mur de Berlin s'était effondré, l'utopie communiste était tombée, et donc le monde libéral dans lequel on vivait n'était sans doute pas le Pérou, mais globalement, je m'en contentais, je ne me posais pas beaucoup de questions. Et c'est en effet arrivé à la retraite qu'à l'occasion d'une conférence par un certain Benoît Thévard, j'ai vraiment compris et découvert qu'en gros, j'avais rien compris avant. Voilà le tout début, c'est le phénomène déclencheur, c'est ça. Qu'est-ce que j'avais pas compris avant? J'avais pas compris que le développement assez extraordinaire que nous avions eu depuis 2 siècles, et en particulier depuis la dernière guerre, reposait sur du sable. Reposait sur du sable dans la mesure où, comme le dit Kenneth Boulding, celui qui croit qu'une croissance infinie sur une planète naturellement finie, eh bien c'est soit un fou, soit un économiste, disait-il avec un certain humour, puisque lui-même est un économiste. Donc voilà, c'est à travers cette conférence où Benoît Thévard nous présente le pic pétrolier, la fin des énergies fossiles, la fin des matières premières, et surtout, il termine sa conférence par le dernier quart ou le dernier tiers en nous présentant les villes et territoires en transition qui avaient été initiés dès 2005 en Angleterre par un certain Rob Hopkins, qui avait lancé ses étudiants sur la fin du pétrole au Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni, qui était passablement en retard sur le reste de l'Europe économiquement dans les années 60, 70, a petit à petit rattrapé, puis dépassé les pays européens et nous-mêmes grâce au pétrole de la mer du Nord. Sauf que, en l'an 2000, tous les puits étaient en exploitation, tous les robinets étaient grands ouverts, et on commençait à voir que la pression diminuait. Et donc en 2005, c'était déjà évidemment assez avancé. Ils comprenaient qu'ils avaient passé le sommet de la production dans la mesure où la pression allait être déclinante. Ça veut dire qu'au fond, ça s'épuisait. Ça veut dire que même en multipliant les puits, tôt ou tard, ça allait finir. Donc les Anglais ont eu conscience de cela assez tôt. Et donc, la thèse sur laquelle Rob Hopkins a lancé ses étudiants, c'était la fin du pétrole. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on vit après la fin du pétrole? Ils pensaient faire travailler les étudiants 2, 3, 4 semaines là-dessus. En réalité, ils auront travaillé 3 à 4 mois là-dessus et ils ont produit tellement de données que lui-même, ça a considérablement augmenté sa prise de conscience. Et c'est donc dès 2006 qu'il a lancé TTT, Totnes Transition Town, la ville de Totnes en transition, et qui a été la toute première initiative de transition. D'accord. Et donc, comment et quand Loire en transition a-t-il été créé? Alors, Loire en transition, dans l'esprit, je dirais, créé le jour de cette conférence, le 7 juin
2011, mais plus concrètement, c'est en septembre qu'a lieu la première réunion, d'abord au sein de l'association Hélios, parce que cette conférence avait eu lieu à l'occasion d'une assemblée générale d'Hélios, qui était à l'époque une association qui était sur le créneau de ce qu'est Rénovaction aujourd'hui, c'est-à-dire c'était une association où on pouvait trouver tout renseignement pour économiser de l'énergie et ou développer des énergies renouvelables. Donc il y avait là un public favori, un public, je dirais déjà sensibilisé aux questions d'économie d'énergie et chez qui le vocable de transition a tout de suite pu résonner de façon tout à fait intéressante. Donc c'est là qu'ont eu lieu les premières réunions. Et puis, assez rapidement, c'est à Montbrison qu'a été montée la première initiative, parce qu'il se trouve qu'à Montbrison vivait un Irlandais qui évidemment connaissait bien l'aventure de Rob Hopkins, et c'est avec lui qu'on a monté Montbrison en transition dès le mois de octobre-novembre 2011. Voilà comment Loire en transition démarre. Bon, on n'est pas très nombreux au départ, une petite dizaine, mais on commence à s'étoffer à partir du moment où en février 2012, j'initie ce que j'appelle l'esprit de Compostelle au service de la transition. Il se trouve que j'étais assez marcheur à l'époque, que chaque année je faisais une partie du chemin de Compostelle, et j'ai eu l'idée d'aller de village en village, de pré-organiser, évidemment de pré-réserver chez des gens que je ne connaissais pas la plupart, mais où par contact on m'avait dit tiens, un tel est plutôt sensibilisé, à qui j'ai dit ça serait sympa si vous me receviez, si vous réserviez la salle des fêtes ou la salle de cinéma du village ou la salle de la mairie, et si on organisait une soirée autour du pic pétrolier ou de la transition. Et en effet, ça a assez bien marché. La toute première s'était faite à Célieu, au-dessus de Saint-Chamond. C'est là où j'ai rencontré des gens qui sont toujours d'ailleurs à notre contact, comme le couple Maras. Et le lendemain, par exemple, j'avais rendez-vous à Chambeuf, et l'équipe de Chambeuf, en plus, était venue à me rencontre sur le chemin, c'était super sympa. Et ils m'avaient rencontré à la moitié du chemin, il y avait une vingtaine de kilomètres, ils avaient dû faire 10 kilomètres, et on avait fini de marcher ensemble avant de faire la conférence le soir même. Voilà. Après, il y a eu en effet Saint-Jean, Solémieux, ensuite Essertine, un petit village au-dessus de Montbrison. Puis ensuite, j'ai fait des marches dans le Pilat pendant 2-3 jours. J'en ai fait dans les monts du Lyonnais, à cheval sur la Loire et sur le Rhône. Pareil, pendant 2 ou 3 jours. La plus belle marche, ça a été dans le Rouennais, où là, j'ai réussi à enchaîner 5 soirées de suite, avec, je dirais, des publics très intéressants, avec en particulier le dernier soir, le vendredi soir, un final à Entrepotes, où, pour varier un peu les conférences, parce qu'il y en avait qui venaient quelquefois 2 soirs de suite, donc pour varier les conférences, j'avais fait ma première petite conférence effondrement, qui n'était pas une conférence effondrement à l'époque, mais plutôt un témoignage sur le rapport du Club de Rome, le fameux rapport Meadows. Voilà, donc c'est comme ça, à travers ces marches, Esprit de Compostelle, et ces différents contacts que j'ai pu nouer sur l'ensemble du territoire de la Loire, que Loire en transition a pris un petit peu plus d'importance. Mmh. Donc maintenant que vous nous avez présenté les bases de Loire en transition, je vais vous demander de vous présenter. Donc qui êtes-vous et que faites-vous? Donc quel est votre rôle dans Loire en transition? Alors, un Français moyen d'origine plutôt modeste, petit-fils de paysan comme beaucoup de gens de mon âge,
On sait qu'avant la guerre de 1939, la France est encore à plus de la moitié une nation paysanne. Donc je descends de cet univers-là. Je nais au cœur du Périgord, dont je suis toujours, je dirais, très fier. Et je fais des études secondaires assez classiques, sauf que je ne vais même pas jusqu'au bac parce que à l'époque, je ne suis élevé que par ma mère et les conditions financières commençaient à devenir difficiles. Donc je travaille relativement tôt, à 17 ans passés. Et je risque d'ailleurs de rentrer dans la fonction publique à l'époque. Je travaille dans les PTT. Puis l'armée arrive. Ça me plaît plutôt parce que je me retrouve dans les paras et que j'ai un côté aventure qui, je dirais, réagit positivement avec cela. C'est même plus que, je dirais, une réaction, puisqu'à un moment donné, je me laisse tenter aussi par une carrière militaire, puisque je rempile pendant un an. Mais bref, j'en vois vite quand même malgré tout les limites. Donc je rentre dans le monde des entreprises. Pendant 16 ans, je vais être dans le monde de la sécurité, incendie et vol, où je change 8 fois de boulot, 4 fois de site géographique, jusqu'en 1986, où là, l'entreprise commence à, je dirais, prendre certains virages, où moi-même j'ai pris, je dirais, la responsabilité de l'agence de Paris, et où je sens qu'il est temps de réorienter vers le futur, surtout que les enfants, je dirais, arrivent à ce moment-là. Le premier, mon fils, arrive fin 86, et donc en cherchant d'autres opportunités professionnelles, je débouche sur un job dans l'emballage, ici, dans le Forêt. Bon, c'est un relatif risque. On dit que professionnellement, on peut changer d'entreprise ou on peut changer de lieu géographique, ou on peut changer d'univers professionnel, mais qu'il faut éviter de faire les trois à la fois. J'ai franchi le pas, j'ai changé de type de job, j'ai changé d'entreprise évidemment, j'ai laissé tomber l'univers de la sécurité pour l'univers de l'emballage, et ça s'est finalement assez bien passé. Donc voilà, je me retrouve comme ça dans le Forêt, dans le monde des entreprises dans lequel je suis en effet assez bien, même si en effet je suis sous la coupe d'un petit capitaliste, je dirais assez typique de la recherche de la profitabilité maximum, où on a des débats sans fin entre ma stratégie qui consiste à essayer de prévoir le moyen et le long terme, et où lui me dit « Eh oh, moi les résultats c'est dans 3 mois que je les veux ». Bref, on se bat constamment entre le court terme et le long terme, et les 10 dernières années en effet de la vie professionnelle vont être un petit peu difficiles. C'est pour ça que quand j'arrive à la retraite, en effet, et qu'un an après la retraite, je découvre le monde de la transition, ben je sais à quoi je vais occuper ma retraite, et c'est comme cela, en effet, qu'à la suite de cette conférence de Benoît Thévard, je décide de créer Loire en Transition. Et quel est ce lien entre le CTC 42 et Loire en Transition ? Alors, Loire en Transition, en effet, se développe pendant 1 an et demi, 2 ans, et c'est en 2013 que le collectif pour une transition citoyenne, qui s'était créé au plan national avec une vingtaine de grandes associations qui se réunissaient chaque année pendant le week-end de Pentecôte à Cluny, au sein des arts et métiers, Cluny étant un lieu évidemment hautement symbolique. C'est en 2013 que le national incite les régions, les départements à créer des collectifs locaux.
Et en effet, je comprends bien le message, et je me rapproche à ce moment-là des colibris, parce que il y avait un deuxième mouvement de transition qui existait au plan national, et qui était même, je dirais, non pas antérieur à la transition anglo-saxonne, mais localement, en tous les cas, antérieur à leur en transition. C'était ce mouvement des colibris qui avait été créé par Pierre Rabhi à l'époque, et il y avait un groupe qui était assez actif à Saint-Étienne. Je me rapproche des colibris, et ensemble, on décide d'essayer de créer un collectif local plus large, et on fait le point, chacun de notre côté, des différentes organisations que l'on a repérées comme étant plutôt orientées vers ce monde émergent. Et le 1er février 2014, on invite 21 associations pour discuter, débattre de l'idée de ce collectif. On en débat toute la matinée, on relit phrase par phrase la déclaration commune qui avait été faite au plan national, et en fin de matinée, on tombe d'accord tous que cette déclaration est parfaitement adaptable localement, et on décide donc de créer le CTC 42, Collectif pour une transition citoyenne dans la Loire. Voilà. Donc c'est Loire en transition et les colibris au départ qui sont cofondateurs du CTC. Ça ne va pas durer très longtemps parce que les colibris, à la suite de différents problèmes internes, finissent par disparaître sur le plan local. Et donc je vais me retrouver seul à porter le CTC en tant que Loire en transition. Et ça a été une petite faiblesse au départ, et même une faiblesse pas si petite que ça, dans la mesure où pendant ensuite 3, 4, 5 ans, s'est répandue l'idée que le CTC 42, c'était Marty. Et évidemment, quand on veut pousser un mouvement collectif, ce n'était pas la meilleure image. Et je n'y ai pas fait suffisamment attention. J'ai essentiellement commencé à réagir en 2017, après l'élection d'Emmanuel Macron, parce que le personnage était suffisamment typé pour qu'on comprenne facilement que ce n'est pas ça qui allait nous donner une autre direction, je dirais, et quelque chose qui soit compatible avec la transition. Comment Loire en transition se situe-t-il par rapport aux limites planétaires ? C'est évident qu'on en a une vraie conscience, même si ma formation, qui n'est pas celle d'un ingénieur, aurait du mal à détailler chaque limite précisément sur le plan technique. Mais le seul fait que l'année dernière, on ait franchi la 6e limite planétaire, celle des produits chimiques qui peuplent et notre air, et notre terre, et nos océans, ça m'avait frappé parce que dans les premières lectures que j'avais faites au début de Loire en transition, j'avais fait la lecture de cette analyse des placentas féminins. C'était donc en 2012, et l'analyse dans les placentas féminins montrait qu'on trouvait près de 300 molécules chimiques différentes. Et évidemment, l'apothéose est arrivée l'année dernière avec le fait donc qu'il soit officialisé qu'on avait passé cette limite. Je viens d'ailleurs d'apprendre la nuance, il y a peu de temps, je viens d'apprendre la nuance entre limite et frontière, parce que les anglo-saxons parlent de planet boundaries, les frontières planétaires, alors que nous, en France, on a tendance à parler plutôt des limites planétaires. La différence entre les deux, c'est que une frontière, on peut la passer dans l'autre sens, et en effet, certaines limites, on peut revenir en dessous si on fait les efforts nécessaires, mais celles des produits chimiques, en l'occurrence, non. On ne peut pas revenir en dessous, ou alors à des millénaires près, mais pour l'instant,
la limite qui est donnée maintenant quand on pousse plus loin, quand on fait entre autres la fresque, comme je l'ai fait récemment, la fresque des frontières planétaires, eh bien, mais la tolérance, elle est zéro. Il ne faut plus qu'on émette une seule nouvelle molécule chimique. Donc voilà, c'est évident qu'au titre de Loire en transition, la conscience de ces limites est particulièrement aiguë, parce que l'humanité peut survivre, je pense au donut, à la théorie du donut, avec son plancher bas social et son plancher haut écologique. À la limite, on peut survivre mal et de façon miséreuse, mais on peut survivre en étant en dessous du plancher social. On ne pourra pas survivre en étant au-dessus de toutes les limites planétaires, c'est une évidence. Mhm. Et quel est le grand objectif de Loire en transition? Alors, théoriquement, Loire en transition n'a plus de grand objectif dans la mesure où maintenant l'axe essentiel de Loire en transition, c'est de soutenir le CTC 42, de le soutenir pas que moralement, évidemment, mais ponctuellement financièrement, parce que toutes les premières années, les cotisations, il n'y en avait pas d'État, mais les quelques cotisations, elles venaient chez Loire en transition. Les conférences, les ciné-débats que l'on a régulièrement organisés à partir du printemps 2015, ça rentrait à Loire en transition, eh bien, mais on s'est constitué comme cela une petite trésorerie. À partir de 2020, j'ai aussi commencé à solliciter, je dirais, les subventions publiques et dans la mesure où on était, je dirais, pas dans les clous de beaucoup d'appels à projets publics, hein, c'était pas évident d'y répondre, mais au moins le fonds de développement de la vie associative a fait que là on a pu accrocher quelques milliers de subventions, et quand je dis quelques milliers, c'est une fois 1500 €, une autre fois 2000 €, qui nous ont permis de soutenir malgré tout un certain nombre d'actions du CTC 42. Donc cela continue. Cela nous permet aussi de soutenir d'autres initiatives ponctuellement, telles que le collectif qui s'est monté à Andrézieux-Bouthéon, le CTEAB, le collectif pour une transition écologique d'Andrézieux-Bouthéon, et cela permet aussi de soutenir un autre collectif émergent, l'Athénée du futur, qui se préoccupe plus particulièrement justement des questions d'effondrement. Voilà. Il y a d'autres fantasmes, je dirais, pour l'instant, qui sont trop prématurés pour, je dirais, s'étendre dessus, mais une action, je dirais, qui toucherait plutôt le monde du social, où Loire en transition, en élargissant les objectifs sur ces statuts, peut avoir certaines actions à caractère social sur lesquelles on est en train de réfléchir actuellement. D'accord, très bien. Et cette fois-ci, quel est maintenant votre objectif à vous? Quel est votre objectif en restant dans Loire et Transition? Mon objectif, c'est de passer la main, je dirais, comme j'ai commencé à le faire, que ceux qui ont ton âge puissent, je dirais, de plus en plus prendre les leviers en main, parce que il est bien évident que le futur est naturellement plus la propriété des jeunes que des anciens jeunes comme moi, puisque j'ai passé les 25 ans et même les 3 fois 25 ans. Donc mon but, c'est de passer la main de la façon la plus harmonieuse qui soit
pour que les efforts du passé n'aient pas été faits en vain. D'accord. Et enfin, avant de finir cet échange, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à Saint-Paul-en-Cornillon et de parler de votre association? Mais parce que chaque fois qu'on témoigne, eh bien, mais on se dit que ça sera peut-être utile. Est-ce qu'il y a 100 personnes, 50 personnes, 10 personnes qui verront cette vidéo? S'il n'y en a qu'un seul et que celui-là, ça lui permet de mieux conscientiser et ça lui donne envie d'agir, il y a une association qui, ça m'amuse à chaque fois au sein du CTC 42, qui s'appelle La Ferme en Chantier, et chaque fois qu'on se retrouve ensemble en public, il me présente comme son père en transition, entre guillemets, parce que c'est moi qui l'ai fait changer de boulot et qui l'ai incité à créer La Ferme en Chantier. Ben voilà, ne serait-ce que cela, ça vaut la peine. Donc c'est en effet pour cela que je suis là. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Joël Marty. Merci. Et je vous remercie d'être venu. Et à bientôt. À bientôt, j'espère. Merci.